Nous commençons aujourd'hui avec de merveilleuses nouvelles de ma part et de merveilleuses nouvelles pour vous. Mais ce n'est pas aussi réjouissant pour la logistique militaire russe, car les Ukrainiens ont enfin commencé à frapper les trains de carburant de l'armée russe. Oui, la Russie a construit toute une nouvelle ligne de chemin de fer depuis le sud de l'Ukraine occupée, en gros de la Crimée jusqu'à la Russie continentale, longeant la côte de la mer. Mais dans ce cas, il y a 2 jours, les Ukrainiens se sont un peu amusés en frappant ces trains de carburant qui circulaient sans arrêt. Nouvelle vidéo russe de l'attaque du train d'il y a quelques jours. Molokhansk. Et dans cette vidéo, on peut en fait voir un soldat russe essayer de sauver le train avec sa Kalachnikov en essayant de tirer vers le bas. Ces drones, ce sont des drones First Person View classiques d'ailleurs, touchant un train de citerne massif. On parle de 40 wagons-citernes, quelques-uns. Comment tu appelles ça? Je ne sais pas. Tu vois, ça brûle déjà ici, et il y avait des véhicules qui accompagnaient ce train-citerne, des véhicules de défense, ils ont aussi brûlé. Mais évidemment, ils n'ont pas pu tirer sur les drones First Person View avec des Kalachnikov. Et c'est vraiment magnifique. 14 First Person View ont été utilisés. Les Russes inflexibles affirment en avoir abattu 9, tandis que 5 ont atteint leur cible avec succès. Après la frappe initiale, le train a été contraint de s'arrêter, ce qui a poussé le personnel à dételer 19 wagons RAE pour réduire les risques. Ces wagons dételés ont ensuite été touchés lors d'une attaque de drone ultérieure, entraînant la destruction de 4 wagons-citernes. Des wagons-citernes, des réservoirs de pétrole, c'est comme ça qu'on les appelle, qui ont été complètement incendiés. De plus, les First Person View ciblent les véhicules qui accompagnent le train de carburant. Et aussi, je veux vous montrer ces vidéos, vous pouvez voir à quel point ce train est immense. Je veux dire, les trains de carburant sont généralement vraiment énormes. Nous avions l'habitude d'avoir exactement ces mêmes wagons-citernes russes, ces trains qui traversaient l'Estonie. Avant 2022, oui, ils allaient en Europe, mais plus maintenant. Regarde ça, quelle grosse petite chenille juste ici, et elle brûle magnifiquement. Joli petit barbecue à l'huile. Là, ça prend feu, tu peux voir un des réservoirs d'huile touchés. Et il est rempli de carburant. Je veux dire, si ça brûle, ça brûle. Tu ne peux pas l'éteindre, parce que c'est du carburant, ça brûle jusqu'au sol. Donc oui, c'est une frappe magnifique, magnifique de la part des Ukrainiens, pour continuer sur le sujet de l'Ukraine et des frappes contre le pétrole et le gaz russe. Eh bien, dans ce cas, il s'agit d'une station-service à Belgrade. Puisque les Russes frappent constamment les infrastructures civiles partout, par exemple à Kherson, ils attaquent des stations-service avec des drones et aussi des civils. Eh bien, les Ukrainiens ont maintenant riposté. Enfin, ce petit véhicule blindé ukrainien va s'emparer de cette station-service russe à Belgorod. Parabim badaboum. En lui livrant un petit cadeau récent, en voici un autre en Belgique, ce qui la rend inutile d'ailleurs. Ce qui est intéressant dans cette mission, c'est que les Russes ont en fait capté le flux vidéo des drones ukrainiens et les ont regardés en direct percuter ces stations-service. En même temps, lorsqu'ils avaient ce flux, ils ne pouvaient pas le contrôler. Ils ont capté l'image. Vous voyez, ce sont les Russes donc qui regardent, depuis leurs appareils, les drones ukrainiens percuter des stations-service russes. Situation très étrange, mais ce n'est pas tout, mes amis. La publicité du Top Shop continue. Parce que les Ukrainiens ont également frappé une base militaire russe. Oui, un site militaire complet situé dans le district de Koursk, oblast de Koursk, district de Koronevski, à l'intérieur de la Russie. Un grand incendie a été signalé et vous pouvez voir où il se trouvait sur la carte juste ici, et l'incendie au-delà des bois ressemble à cela. Bien sûr, les Russes photographient et filment tout ce qui brûle à l'intérieur de la Russie pour nous, car cela me réchauffe le cœur de regarder ces flammes, et je suis content que les Russes fassent cela. Logistique. Oui, une grande partie de la logistique se fait maintenant à vélo parce qu'ils sont rapides et agiles et qu'il est plus difficile de les atteindre. FBVS. Eh bien, dans ce cas, ils se vantent, et je cite, « Nous livrons des provisions. » Jusqu'à la ligne de contact au combat en temps voulu. La victoire sera à nous. Et regarde ce vélo, il a l'air très performant, le gaz a l'air très compétent, les pneus sont énormes. Je veux dire, ça passe partout, même dans la boue et tout. Mais voyons-les le mettre à l'épreuve. La logistique des vélos russes, mes amis. On dirait que toute l'invasion est symbolisée dans cette vidéo ici,
Pour la victoire, plein gaz, puis dans les buissons, c'est tout. Dans ce cas, j'aimerais vous montrer ce qu'est vraiment le monde russe. Parce qu'à Donetsk, la Donetsk ukrainienne, il y avait de bonnes infrastructures, des bus qui circulaient, de l'eau potable propre, du chauffage, tout fonctionnait, et puis la Russie l'a occupée. Et en 2015, je crois, corrigez-moi si je me trompe, et maintenant l'eau ressemble à ça. Elle est brune. Non, ce n'est pas du chocolat chaud, mes amis, j'aimerais bien que ce soit le cas. Elle est brune, de l'eau boueuse, mauvaise, que vous ne pouvez ni boire ni utiliser d'aucune manière. Les Russes sont réputés pour ne pas entretenir les infrastructures, les canalisations, quoi que ce soit, même les voies ferrées. Ça deviendra comme ça. Je veux dire, c'est seulement 10 ans du monde russe, du miroir russe, du miracle russe. Et vous avez de l'eau potable marron. Je ne serais pas surpris si c'était en fait des excréments ici. Je veux dire, c'est la Russie. Qui sait, c'est occupé, et c'est par les Russes. Voilà ce qu'ils apportent. De l'eau marron à boire. Un drone ukrainien a capturé une image très intéressante sur la ligne de front. Ceci se passe au-dessus de la cime des arbres, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Mais remarquez ces câbles à fibre optique, qui passent même à quelques mètres au-dessus de la cime des arbres. Ils recouvrent non seulement l'herbe et les champs, mais aussi les arbres eux-mêmes. Regardez ça, c'est presque un champ ininterrompu de câbles à fibre optique à travers toutes ces forêts, partout. Ce truc-là ne se décompose pas et certains disent « Oh, rembobinez-le, vous pouvez le réutiliser ». Non, vous ne pouvez pas, mes amis. Le câble à fibre optique se casse. Si vous le pliez de manière significative, il n'est pas si résistant. Vous ne pouvez pas le casser en tirant dessus comme ça, mais si vous le pliez, il casse immédiatement, donc vous ne pouvez pas vraiment le réutiliser. C'est inutile, c'est de la poubelle maintenant, c'est un déchet. Mais c'est un déchet qui mettra 10 000 ans à se décomposer. Donc ça, je l'appellerais une catastrophe écologique. En fait, comment allez-vous faire? Comment allez-vous le récupérer? C'est au-dessus de la limite des arbres, dans une grande couche. Comment allez-vous le récupérer? Je me le demande. Maintenant, mes amis, je vais encore vous présenter une autre invention Frankenstein russe. Ils essaient toujours de nouveaux designs, et si quelque chose fonctionne, ils le produisent en masse sur le front. Dans ce cas, ils essayent d'être Sonic, le hérisson, ou quelque chose comme ça. Parce que c'est, peu importe, un pain de viande, un fourgon russe pain de viande, non? Mais il est rempli de ces pointes en fer qui sont censées servir de capacité anti-drone. Mais je veux dire, soyons honnêtes, tu as vu comment l'infanterie russe se déplace sur le front. Ils sortent de ce pain de viande et ils courent autour du camion comme des fous, et le camion manœuvre comme un fou et les abandonne. Donc, si n'importe lequel de ces soldats touche même ce camion, ils seront transpercés. Laissez-moi vous dire, c'est un camion de tir-ami. Je veux dire, ça va être très dangereux pour l'infanterie qui en sort, très dangereux. Il y a une raison pour laquelle ils ne font pas ça, parce que vous allez blesser vos propres gars sur le front. J'aimerais bien voir des vidéos de ça. Vous n'avez même pas besoin de drones ukrainiens, ces pointes suffiront. Maintenant, jetons un bref coup d'œil à l'armée ukrainienne. L'innovation, parce qu'ils essaient de produire la majorité de tout eux-mêmes. Bien sûr, en ce moment, ils produisent environ 60% de ce qu'ils utilisent sur le champ de bataille eux-mêmes. Ils ne produisent absolument pas de missiles anti-aériens, ni de systèmes de missiles anti-aériens. Ils sont tous occidentaux. Quoi donc? Le développement le plus récent, c'est qu'ils ont mis au point un kit de guidage pour les bombes d'avion non guidées. Des bombes d'avion stupides, comme on les appellerait, toi et moi, des kits de guidage. Ou les États-Unis ont les Joint Direct Attack Munitions. Les Ukrainiens ont développé un kit similaire, transformant des bombes non guidées en bombes guidées de précision. Le kit fonctionne de manière similaire aux Joint Direct Attack munitions fabriquées aux États-Unis. Il permet de frapper des cibles à une distance de 60 km. Une version améliorée avec une portée de 80 km et plus est en cours de développement. Voici à quoi elle ressemble. Je veux te lire un commentaire que j'ai trouvé. Pourquoi développez-vous quelque chose que nous vous avons déjà donné? Alors, il veut dire, les Américains, vous venez juste de l'utiliser sur le Sukhoi 27. Vous changez les autocollants de couleur? Peut-être? Eh bien, c'est une très bonne question. Peut-être que certaines personnes ne comprennent pas, mais l'aide des États-Unis, les Joint Direct Attack Munitions et tout ce qu'ils donnent sont inestimables. C'est vraiment bien, mais c'est imprévisible, surtout avec Trump à la tête des États-Unis. Donc, l'Ukraine pourrait recevoir les Joint Direct Attack Munitions des États-Unis. Mais tout d'abord, ils ne reçoivent pas la quantité dont ils ont besoin. Et ensuite, il est très imprévisible et risqué de compter sur nous pour ces capacités.
Je veux dire, la Russie utilise des bombes aériennes avec un effet très important, un effet dévastateur sur les soldats ukrainiens. Ils en larguent plus d'une centaine par jour et elles frappent avec une précision chirurgicale, donc l'Ukraine a besoin de la même arme. Mais tout l'Occident n'a pas assez de bombes aériennes à leur fournir, donc ils doivent fabriquer les leurs. Peu importe que les États-Unis puissent fournir 20, 30, 50 Joint Direct Attack munitions par mois, ça ne change rien. Il en faut des milliers, c'est pour ça qu'ils les fabriquent. Ils fabriquent aussi des armes légères. Ils fabriquent aussi eux-mêmes des mines, même si les États-Unis leur fournissent des Claymore et des mines anti-chars. Il faut fabriquer ses propres armes, c'est comme ça, c'est la meilleure défense. Vous avez votre propre complexe militaro-industriel et il y a aussi une vidéo à ce sujet. Regardez, ça est en train d'être largué. Il ouvre les ailes et plane jusqu'aux positions russes, leur livrant des cadeaux. Voilà à quoi ça ressemble quand c'est dans les airs, et je veux dire, sachant que ce sont les Ukrainiens qui l'ont développé. Je vous le dis, ça coûte une fraction du prix du JDAM. Je pense que ça pourrait être aussi précis, mais pour une fraction du coût. Parce que les Ukrainiens sont vraiment doués pour réduire les coûts, tout en obtenant le même résultat. Mes amis, regardons maintenant l'offensive de Soumy, ou vous pouvez l'appeler l'offensive d'été russe de 2025, l'offensive russe en cours en ce moment, l'offensive principale. La chose dont tout le monde parlait. 50 000 soldats russes dans l'oblast de Soumy envahissant l'Ukraine depuis le nord. C'est une toute nouvelle offensive qui se déroule depuis les 2 derniers mois. Approchons-nous de la zone et je veux juste vous montrer à quel point cette offensive est importante ou en réalité à quel point elle est petite. Je vous promets, je ne vais pas la minimiser ou m'en moquer, même si c'est ce que je fais d'habitude. C'est tout, c'est un échec. Ils ont 50 000 soldats. Je vais dézoomer. Voilà tout ce qu'ils ont réussi à faire avec ça au cours des 2 derniers mois. Et maintenant, l'offensive est au point mort et les Ukrainiens les repoussent lentement hors de l'oblast de Soumy. Leur objectif est de prendre Soumy, la ville, mais d'abord de l'encercler. Soumy est une grande ville du nord de l'Ukraine, en fait, une très grande ville. Et ceci, revenons un mois en arrière, pour que vous puissiez voir comment ces 50 000 soldats russes s'en sont sortis. Vous pouvez voir la ligne de front avancer lentement, très lentement. De quoi parle-t-on ? 50 km², ce qui correspond à 7 ou 8 km tout droit et sur les côtés. Et boum, ça a commencé. D'accord, désolé. Oui, un mois, le 22, le 23 mai, ça a commencé. Vous pouvez voir qu'ils ont frappé à Soumy. Donc ils avancent très lentement, et c'est tout. Maintenant, on arrive très lentement à juin. Et maintenant, les Ukrainiens ont commencé à repousser. Même. Avec ça, je veux vous lire ce que le chef d'état-major des forces armées ukrainiennes a dit à propos de l'offensive d'été russe. Le commandant en chef Oleksandr Syrsky a déclaré que l'avancée russe dans les zones frontalières de la région de Soumy a été stoppée. La ligne de combat a été stabilisée. Nos unités mènent une défense active et libèrent les terres ukrainiennes. Selon Syrsky, une nouvelle vague offensive de la Russie cet été a échoué, tout comme l'année dernière. Les actions offensives de l'ennemi dans la région de Kharkiv n'ont également donné aucun résultat. Environ 50 000 soldats ennemis, y compris des unités aéroportées et marines d'élite, ont été immobilisés par les actions des forces armées ukrainiennes dans le Sakuna, dans le nord-est. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à prononcer le nom de cette région de Ziebojansk-Tchitchina-Koursk. Le point, c'est que cela a échoué. La Russie a amené ses meilleures unités pour prendre Soumy. Poutine l'a même dit à voix haute il y a environ 2 semaines, 1 semaine et demie. Je pense qu'il n'exclut pas de prendre Soumy, mais ils n'en sont pas capables. Certaines personnes pensent que les Russes ont une armée secrète ou qu'ils se retiennent. Non, l'offensive de l'AZT 2025 a commencé à Soumy. C'est pour cela qu'ils se sont préparés tout l'hiver. Ils ont déplacé toutes ces unités. Cliquons sur la 177e, nous avons la 83e, la 51e, la 810e, 137e, 56e régiment d'assaut aérien. Ces unités ont été bloquées. Ici, elles ont été arrêtées, et maintenant, l'Ukraine contre-attaque. Donc je vais le dire sur cette chaîne maintenant. L'offensive d'été russe de 2025 à Soumy a échoué. Quoi de mieux ? Pour illustrer encore plus ce point, je vais vous montrer maintenant 15 soldats de la 155e brigade d'infanterie navale, qui est une sorte de force semi-élite russe.
Je veux dire, c'était avant l'invasion à grande échelle. Maintenant, ce n'est plus vraiment le cas, mais ces 15 soldats se sont rendus et ils sont maintenant en captivité ukrainienne. Leur statut de prisonnier de guerre est une chance pour eux, parce qu'ils vont maintenant recevoir 3 repas chauds par jour. Ce n'était pas le cas dans l'armée russe. Donc voilà, c'est tout ce que je vais vous montrer. Mais le fait est que leur offensive s'est maintenant arrêtée. Ou s'est retrouvée au point mort, comme vous dites en anglais, je crois. Et maintenant, les Ukrainiens ripostent. Aussi, pourquoi me croiriez-vous sur parole, ou croiriez-vous Syrski sur parole ? Laissez-moi simplement vous lire ce que les Russes eux-mêmes, depuis ce front même, disent à propos de l'offensive de Soumy. Maintenant, un peu plus de détails sur ce qui se passe dans la direction de Soumy. Une journée noire pour les marines à Mirapil. La 810e brigade a été durement touchée. Beaucoup ont été tués et environ un peloton a été capturé, un peu moins qu'un peloton. Je pense qu'il parle de ces 15 gars que je viens de vous montrer, mais ça ne rend pas les choses plus faciles. Nous avons dû quitter Andreevka. La 155e brigade de Marines n'a pas pu corriger ce que le commandement de la 30e a permis. Andreevka est complètement sous le contrôle des Ukrainiens. Oh oh! C'est comme le mot vulgaire que les Russes utilisent pour désigner les Ukrainiens. Il y a des combats à Alexeevka. Il n'y a pas encore de changement à Ounakovka, mais maintenant nous essayons de tenir nos positions plutôt que d'avancer. Ce qui confirme, de la part des Russes eux-mêmes, que cette offensive s'est arrêtée, ce qui est une étape avant que les Ukrainiens ne commencent à reprendre du territoire. Près de Jotkino, les commandants se déplacent depuis Klouchkovo le long de la voie ferrée jusqu'aux installations de traitement. Mais bon sang, mais bon sang. D'abord, résolvez le problème avec les drones. Tant de personnes en fait ont déjà été tuées pour rien. Et maintenant, ça devient intéressant. Regardez aussi à quel point je suis fatigué de leur aviation. Ils volent comme des juifs en Iran. C'est un compliment d'abord pour les Ukrainiens et ensuite pour les Israéliens qui mènent leur guerre de 12 jours en Iran. Frappant 55 sites différents très efficacement avec des F-35 puis avec la puissance américaine des B-21. Donc ils volent comme des juifs en Iran, ils n'ont peur de rien et leur précision s'est améliorée. Quelque chose doit absolument être fait. Et ce message des Russes, depuis la ligne de front de l'offensive de Soumy, conclut le rapport sur l'offensive de Soumy. Et maintenant, vous savez, elle a échoué, elle est au point mort. Donnez-lui encore 2 mois et les Ukrainiens les repousseront hors de l'oblast de Soumy. Nous allons continuer avec cette vidéo, je voulais juste vous donner quelques informations. Mes amis, je vais prendre une pause en juillet, j'ai besoin d'une pause, je prends une pause, donc bronzage et tout ce que j'ai besoin de faire. Parce qu'en automne, je sais que je serai appelé par l'armée estonienne, donc je dois y aller. Donc ça pourrait être, vous savez, une de mes dernières occasions de prendre une pause. Donc j'en profite, puisque je ne peux pas remonter le temps, je dois l'utiliser avec ma femme et je dois, vous savez, prendre ce temps pour moi. Je serai de retour pour vous le 1er août, alors s'il vous plaît. Notez-le dans votre calendrier, le 1er août, et je continuerai les mises à jour sur l'Ukraine maintenant en juillet. Vous recevrez des vidéos, ce sont des essais vidéo bien recherchés et approfondis, donc d'abord pour les membres de la chaîne, mais ensuite elles seront rendues publiques pour tout le monde plus tard, donc vous recevrez des vidéos. Mais ce ne sont pas des mises à jour sur l'Ukraine, ce sont par exemple une analyse de Wagner en Afrique ou une analyse des brigades d'infanterie navale russes. Mais les mises à jour sur l'Ukraine reprendront le 1er août, donc il y aura, après cette vidéo, encore 2 mises à jour sur l'Ukraine, puis à partir du 1er août. Mes amis, s'il y a eu un grand sommet de l'OTAN, le plus grand, c'était un sommet d'urgence, et Trump était là, ainsi que tous les membres de l'OTAN, et de grands résultats. Mais je veux vous lire des messages que Trump a divulgués en ligne. C'est tellement bizarre qu'il divulgue ce genre de choses, mais il a besoin, vous savez, il a besoin de reconnaissance, il veut être reconnu. Tellement fort. Donc, le dirigeant de l'OTAN a écrit à Trump, et Trump a divulgué la conversation en ligne. Monsieur le Président, cher Donald, félicitations et merci pour une action décisive en Iran. C'était vraiment extraordinaire, et quelque chose que personne d'autre n'oserait faire. Cela nous rend tous plus en sécurité. Notez la racine linguistique qui ne parle pas ainsi. C'est spécifiquement pour Donald Trump afin de l'apaiser avant le sommet de l'OTAN parce que, vous savez, nous avons besoin de lui dans l'OTAN. Mais je veux dire, je n'aime pas les lèche-bottes, et Mark Rutte semble en être un.
Tu arrives pour un autre grand succès à La Haye ce soir. Ce n'était pas facile, mais nous avons réussi à tous les faire signer pour 5%. Oui, mes amis. Après ce sommet de l'OTAN qui vient de se terminer, tous les membres de l'OTAN se sont engagés à augmenter leurs dépenses militaires à 5% du produit intérieur brut d'ici 2035. C'est énorme. Où on parle de 800 à 900 milliards de dépenses militaires en ce moment en Europe, ça va passer à 1,5 milliard, ce qui est absolument gigantesque. C'est bon, maintenant je peux continuer à lécher les bottes de Ruta. Donald, tu nous as menés à un moment vraiment important pour l'Amérique, l'Europe et le monde. Tu vas accomplir quelque chose qu'aucun président américain n'a pu réaliser depuis des décennies. Ce sont les propres mots de Trump. Roth essaie tellement de l'amadouer que ça me donne envie de vomir. Je ne peux pas, même si je suis vraiment pour les 5%. Je suis content qu'il l'ait fait, mais je ne supporte tout simplement pas la lèche. L'Europe va payer cher. Oh mon Dieu, c'est embarrassant pour moi en tant que membre de l'OTAN, en tant qu'Estonien, comme il se doit. Et ce sera votre victoire. Bon voyage et à ce soir au dîner de Sa Majesté. Mark Rutte, bon sang Mark, et un peu de dignité et un peu de cran, mon Dieu. Oh, c'est pathétique. J'ai l'impression de devoir m'excuser au nom d'un membre de l'OTAN pour ça. Bref, passons à autre chose. Il en est sorti de bonnes choses. Tout le monde sort gagnant d'un sommet de l'OTAN qui vient d'avoir lieu il y a 3 jours. Les États membres de l'OTAN ont augmenté les dépenses de défense à 5% pour satisfaire Trump. Oui, mais au moins, ils le font. Nous l'avons fait avant cela, d'ailleurs. D'ailleurs, en parlant de l'Estonie, nous visons plus de 5%, 5,4%. D'ailleurs, nous allons dépasser la Pologne, ce qui veut dire que nous serons le premier pays de l'OTAN en termes de dépenses militaires par rapport au produit intérieur brut. Nous allons dépasser la Pologne. Nous ne prenons pas cela à la légère. La Russie attaquera l'Estonie ensuite. L'Estonie se prépare à la guerre. Vous savez, c'est mon pays. Je fais partie de la réserve de cette armée. Je serai appelé cet automne. Je sais que c'est pour l'entraînement, bien sûr, mais je vous tiendrai au courant quand cela arrivera. Je dois ressortir mon uniforme à nouveau. L'Estonie construit une nouvelle base de l'OTAN avec des systèmes High Mobility Artillery Rocket System américains. L'armée double ses effectifs à la frontière russe et 4000 civils sont prêts à rejoindre les rangs. Les dépenses militaires atteignent 5,4% du produit intérieur brut, le taux le plus élevé de l'OTAN. Je suis tellement fier de cela. En tant que citoyen de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'Estonie, je suis tellement fier de cela. Je me sens patriotique. C'est la bonne façon de faire les choses. Pour la première fois, l'Estonie déploie des troupes à Narva, notre ville la plus à l'est. C'est une ville russophone, et ces gars à Narva qui vivent à Narva, les Russes, ils veulent faire partie de la Russie. Mais non pas chez nous, pas sous notre surveillance. Le 9 mai, la Russie a diffusé son défilé du jour de la victoire de l'autre côté de la rivière avec des haut-parleurs et des écrans géants. Maintenant, l'Estonie a vendu la souche là-bas pour la guerre urbaine. Oui, c'est le cas. Les États-Unis ont donné des High Mobility Artillery Rocket System à l'Estonie en 2025. Maintenant, je dois dire qu'ils ne nous les ont pas donnés. Nous les avons achetés, nous avons payé des sommes énormes pour eux. Et nous ne sommes pas un pays riche, nous sommes un très petit pays. Donc pour nous, c'est un énorme sacrifice d'acheter des armes américaines coûteuses, et nous le faisons. Nous sacrifions le revenu monétaire de nos citoyens pour la sécurité, et nous achetons à nouveau des armes américaines. Je crois que c'est la bonne décision à prendre. L'Estonie a organisé des exercices de tir réels pour participer à des frappes rapides et de longue portée, avec une portée de 80 km sans taux. Notre nouvelle doctrine militaire ici en Estonie, que nous suivons avec une précision absolue, est de détruire la machine de guerre russe dès le début du conflit, voire même de manière préventive en Russie, à partir de 100 km de l'Estonie, tout détruire là-bas. Parce que lorsqu'ils atteignent la frontière, cela signifie que nous avons déjà échoué. Donc nous acquérons des capacités pour tout réduire en cendres depuis la frontière estonienne jusqu'à Saint-Pétersbourg. Il faut en faire un champ de feu. Chaque voiture, chaque soldat, chaque navire. Nous avons des missiles anti-navires, chaque char, chaque train, et pas seulement les High Mobility Artillery Rocket System. Nous achetons d'énormes quantités de munitions de 155 mm. L'armée augmente ses programmes d'entraînement, les civils rejoignent les familles, il y a des exercices d'évacuation, les enfants reçoivent une éducation militaire de base à l'école. Le gouvernement vient de
a exigé que chaque nouveau bâtiment soit équipé d'un abri anti-bombe, donc ils en construisent maintenant, comme ils le font en Finlande, avec des abris anti-bombes. L'Estonie coupe l'influence russe. Plus de nouveaux visas, plus de médias du Kremlin sur le câble, plus de connexion au réseau électrique. Oui, nous avons coupé l'électricité venant de la Russie, nous ne sommes maintenant connectés qu'à l'Europe. À partir de 2024, les détenteurs de passeports russes ne pourront même plus voter en Estonie d'ici 2030. Toutes les écoles enseigneront en estonien. Donc je te le dis, si tu regardes cette vidéo, tu te demandes un jour, qu'est-ce que tu as fait? Petit pays, tu ne peux pas aider l'Ukraine. Je te lis tout ça. On fait tout ce qu'on peut, en fait, les impôts deviennent vraiment élevés ici en Estonie. Ça fait du mal aux habitants de mon pays. Ça fait du mal à mon pays, mec. Les gens souffrent vraiment à cause du manque d'argent. Et c'est un choix national pour la sécurité. Que faisons-nous? Donc si vous avez des Espagnols qui ne veulent pas payer 5% pour l'OTAN, j'en ai entendu parler. Je ne peux pas le supporter, et ça me fait mal aux yeux. C'est un choix lâche, de la lâcheté, parce que nous devons payer ce prix. Et maintenant, je vous apporte ceci. Le chancelier allemand nous a rencontrés il y a 2 jours. Qui a dit cela? Et, je cite, « Pendant bien trop longtemps, nous, en Allemagne, n'avons pas voulu entendre nos voisins baltes nous avertir des politiques impérialistes de la Russie. Mehmet Santibla, nous avons reconnu cette erreur et il n'est plus possible de revenir en arrière après cette prise de conscience. Chancelier Merz. » Et le fait est que depuis, de 1991 à 2022, les pays baltes, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, nous avons toujours transmis un seul message à l'Europe, contre lequel nous avons dû lutter, Merkel. Merkel était totalement sous l'influence de Poutine. Avec le gaz bon marché, nous devions crier « Qu'est-ce que vous faites? C'est de l'héroïne que vous consommez. » Vos économies se sont maintenant dépendantes du pétrole et du gaz russe, et Merkel n'a pas écouté pendant plus de 10 ans ce qu'il faisait. Elle a fait cela et maintenant, enfin, il y a un chancelier en Allemagne. Et il y a d'autres dirigeants en Europe qui ont enfin ouvert les yeux. Et écoute dans la voix de la raison les pays baltes, la Finlande et la Pologne. Je suis tellement content que cela se produise. Ils réagissent lentement, mais ils se réveillent maintenant. Mes amis vont voyager en Russie. Jetons un très bref coup d'œil à l'économie russe. À l'économie, parce que nous avons maintenant 2 personnes qui sont les plus importantes dans l'économie russe. Elvira Nabiulina, qui est la directrice de la Banque centrale de Russie, et nous avons aussi le ministre russe des Finances. Je vais vous dire ce que ces 2 personnes les plus importantes de l'économie russe disent. Nabiulina, la directrice de la Banque centrale, dit que les ressources de la Russie sont maintenant épuisées. Sans investissement et sans réforme, nous stagnons. Depuis l'invasion, le Fonds national de richesse russe a chuté d'1 tiers, passant de 107 milliards à 35 milliards de dollars. Le prix du pétrole, d'ailleurs, depuis la fin de la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran, avec les États-Unis, bien sûr, aussi. Elle s'est terminée très brusquement, comme vous pouvez le voir, c'est ici que ça a commencé, c'est ici que ça s'est terminé, évidemment, dès que ça s'est terminé. Le pétrole a chuté de 6% en 2 jours. Tout cela représente 6%. Ce n'est pas beaucoup. Mais pour un pays pour lequel ces 6% représentent pour des dizaines de milliards de dollars, comme la Russie qui est immense. C'est une chute massive de leurs recettes budgétaires. Encore une fois, ça va encore baisser, donc l'économie russe est vraiment foutue. Je l'ai dit depuis 3 ans. Oui, ils peuvent gonfler leur complexe militaro-industriel avec les 100 milliards qu'ils ont dans le fonds de bien-être. Mais quand cet argent sera épuisé, ce qui est déjà le cas maintenant, ou le sera en 2025. Ils vont ralentir, puis ils auront une récession et ensuite leur économie s'effondrera. Pour terminer cette vidéo, je veux finir votre semaine avec une ambiance drôle, particulière, vous savez, sympa, cool. Je veux terminer la vidéo avec une ambiance cool. Oui, le service de sécurité d'Ukraine a dû soudoyer des douaniers russes pour transporter du matériel sanctionné pour l'opération. Toile d'araignée, comme l'a dit Malukthing, oui, c'est pour toile d'araignée. Ils ont dû obtenir les drones, ils ont dû obtenir les maisons mobiles. Tu sais, c'était un camion qui transportait ce genre de maisons mobiles, des maisons carrées, et ce sont des marchandises sanctionnées à destination de la Russie. Donc les propres douaniers russes ont dû être soudoyés. Donc s'ils n'avaient pas été corrompus, ils auraient pu dire non. Et il n'y aurait pas eu d'opération toile d'araignée. Mais comme ils étaient corrompus, puisque la Russie de Poutine a toujours été corrompue, c'est ainsi qu'il fait les choses. C'est précisément cette même corruption qui. Les Ukrainiens ont utilisé cette corruption pour entrer en Russie, pour faire passer en contrebande ses armes, ses drones en Russie, et pour attaquer 1 tiers de la flotte de bombardiers nucléaires russes. Il s'agissait de maisons autonomes avec des panneaux solaires et des batteries EcoFlow.
En raison du statut sanctionné de ces composants, des problèmes sont survenus à la douane, qui ont été résolus par des pots de vin. C'est tellement ironique que, quand on y pense, comment résout-on la corruption dans son pays ? Tout d'abord, il faut une police efficace et incorruptible, ce que Vladimir Poutine ne veut pas, parce qu'il veut une police loyale, pas une police incorruptible. Donc il obtient leur loyauté, parfois par le népotisme, parfois par l'argent. Deuxièmement, les politiciens sont corrompus, tout le système s'est conçu pour être corrompu, pour voler le peuple. Donc avec ce genre de système, tout le monde vole parce que c'est toléré, tout le monde. Jusqu'à l'agent des douanes qui prend cet argent pour laisser entrer ce camping-car en Russie, même s'il est sous sanction, sans savoir que, dans ce camping-car, il y a 117 drones qui vont éliminer un tiers de leur flotte de bombardiers capables de transporter des armes nucléaires. Je veux dire, c'est tellement ironique, mec. Ce sont les propres politiques de Poutine qui ont conduit la Russie vers la corruption et le vol. 20 ans à lui rendre l'appareil, retourné contre lui-même. Mais mes amis, parlant de la façon dont cela se retourne contre soi ou comment le karma te rattrape, je vais vous raconter une histoire de karma encore plus folle. Il s'avère que ce sont les lions volés à Mariupol qui se sont vengés du ravisseur d'animaux de Kherson. Voici la vidéo. Voici le gars qui est un traître venant d'Ukraine. Vous savez, il a changé de camp et il était, depuis que la Russie a occupé la Crimée, en 2014, il a trahi l'Ukraine, il a commencé à être un partisan pro-russe. Eh bien, les médias russes ont rapporté que 2 lionnes et un lion volés par les Russes pour l'hydrantус à Mariupol avaient été amenés au parc safari d'Aïga 1 an avant l'attaque. Il est rapporté qu'Oleg Zubkov, qui a été attaqué le 22 juin, a été hospitalisé à Belagorsk dans un état critique. Ainsi, ces mêmes lions qu'il avait volés à l'Ukraine se sont maintenant vengés. Oui, je ne vais pas montrer toute la vidéo ni ce qu'ils ont fait. Mais de toute façon, le voleur de lions, le traître, n'est plus là maintenant. Il est démilitarisé, il dort avec les poissons, mis knock-out par ces lions ukrainiens. Waouh mes amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous avez apprécié cette vidéo et c'est vendredi, alors s'il vous plaît, profitez bien de votre week-end de ma part.